Un seul discours peut-il vraiment briser des décennies d'hégémonie occidentale sur la planète? Cette question, qui semblait autrefois purement théorique, s'est matérialisée sous les yeux du monde entier le 17 septembre 2025. Imaginez la scène. Dans la vaste salle de l'Organisation des Nations Unies, chaque respiration est suspendue. L'attente pèse sur des centaines de délégués venus de tous les continents. À cet instant, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se lève et déclenche un véritable séisme diplomatique dont l'onde de choc n'a pas fini de retentir. Pendant 47 minutes, Traoré expose sans détour les mécanismes actuels de la domination coloniale, pointant du doigt la complicité de l'Organisation des Nations Unies. Il évoque nommément des accords léonins, la mainmise sur les institutions financières internationales et la marginalisation systématique des pays du Sud dans la prise de décision mondiale. Mais il ne s'arrête pas là. Pour la première fois dans l'histoire, un chef d'État africain réclame, chiffres à l'appui, 847 milliards de dollars de réparation à la France, représentant 65 ans de ressources pillées et de contrôle monétaire imposé. Ce montant n'est pas le fruit d'une estimation vague. Il a été calculé par des économistes africains de renom, s'appuyant sur des données relatives à l'exportation de l'or, du coton, de l'uranium, mais aussi aux bénéfices réalisés par les entreprises françaises en Afrique, au coût des bases militaires et à la fuite des cerveaux orchestrés via des politiques migratoires restrictives. Cette somme vertigineuse évoque le prix réel du pillage systématisé, année après année, sur plusieurs générations. Ce n'est pas une simple dénonciation, c'est un ultimatum. Traoré prévient, si l'Organisation des Nations Unies refuse d'agir pour obtenir réparation, alors tous les États africains devront envisager un retrait collectif de ces instances. L'image est forte. Des représentants d'une trentaine de nations africaines se consultent, murmurent, échangent des regards lourds de sens. Plus personne ne veut participer à une structure qui légitime sa propre exploitation. Traoré va plus loin encore. Devant le monde entier, il propose une alternative radicale. La création d'une Assemblée du Sud globale, une institution nouvelle, authentiquement démocratique, où l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie pèseraient enfin aussi lourd que l'Occident. Dans la salle, la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et 32 pays africains manifestent déjà leur soutien. Les applaudissements fusent, des délégations se lèvent, tandis que du côté occidental, le silence est glacial, les visages fermés. Le contraste est saisissant. Applaudissements nourris du Sud global, silence figé des délégations occidentales. Pour la première fois, la domination institutionnelle occidentale vacille publiquement. Le statu quo paraît soudain fragile, prêt à céder sous la pression. Les caméras du monde entier captent ce moment suspendu, où l'ordre international, établi depuis près d'un siècle, semble à la merci d'un vent de révolte. Mais derrière ce discours, une question cruciale demeure. L'Afrique saisira-t-elle l'occasion de réclamer justice et ressources, ou restera-t-elle prisonnière d'un ordre mondial qui ne lui profite pas? L'issue de cette confrontation pourrait remodeler la répartition des richesses et la souveraineté économique d'un continent tout entier, et peut-être ouvrir la voie à une nouvelle gouvernance mondiale. Comment a-t-on atteint ce point de rupture? Pour comprendre toute la portée de ce moment, il faut remonter aux racines profondes et explorer les mécanismes précis de ce bouleversement historique. Revenons sur les décennies de domination et les stratégies qui ont mené à cette prise de parole explosive. Quels événements ont préparé le terrain pour ce choc diplomatique sans précédent? Pourquoi l'Organisation des Nations Unies, censée défendre l'égalité, a-t-elle longtemps validé l'exploitation coloniale? Comment une institution née pour garantir la paix s'est-elle muée en gardienne des intérêts occidentaux? Il est temps de mettre au jour près de 8 décennies de diplomatie au service d'un ordre inégalitaire. Depuis 78 ans, l'Organisation des Nations Unies offre un bouclier diplomatique aux puissances occidentales pour extraire, en toute légalité, les richesses du Sud. Sous couvert de développement et de coopération, le pillage continue. Les multinationales étrangères s'accaparent minerais, terres, pétrole et or, tandis que la pauvreté s'enracine dans les pays concernés. Pour illustrer cette réalité, prenons le cas du Nigeria,
l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Malgré des exportations massives, la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les compagnies occidentales, via des filiales et des accords inégaux, rapatrient chaque année des milliards de dollars de profits. À titre d'exemple, en 2024, plus de 90% des bénéfices issus de l'extraction pétrolière ont quitté le pays, laissant derrière eux des infrastructures dégradées et des impacts environnementaux désastreux. La gravité des abus importe peu. Tant que les intérêts des membres permanents du Conseil de sécurité sont préservés, l'organisation détourne le regard. Les grandes puissances dictent les règles, verrouillant le système à leur avantage. Un exemple frappant remonte à la crise congolaise des années 60, où l'Organisation des Nations Unies a toléré, voire facilité, la mainmise de sociétés belges et françaises sur les mines de cuivre et de cobalt, sous prétexte de stabilisation régionale. Prenons un autre exemple concret, le franc CFA. Créé par la France en 1945, il impose à 14 anciennes colonies africaines de déposer la moitié de leurs réserves de change à Paris. Ainsi, chaque année, des centaines de milliards de francs quittent l'Afrique pour le Trésor français. Ces pays n'ont aucun contrôle réel sur leur monnaie et une immense part de leur richesse finance une puissance coloniale déclinante. Ce mécanisme, peu connu du grand public occidental, a permis à la France de maintenir une influence directe sur la politique monétaire de ses anciennes colonies. Par exemple, lors de la crise financière internationale de 2008, alors que de nombreux pays cherchaient à ajuster leur politique monétaire pour faire face à la récession, les États africains sous franc CFA n'avaient aucune marge de manœuvre, leur sort étant scellé par le Trésor français. Cette domination ne se limite pas à la monnaie. Aucun pays africain ne siège au Conseil de sécurité comme membre permanent. Les décisions cruciales, paix, guerre, sanctions, sont prises par 5 pays, détenteurs du droit de veto, tous vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. L'Afrique, avec plus d'1 milliard d'habitants, reste spectatrice, privée de tout levier sur les règles qui la régissent. Le cas du Rwanda en 1994 est emblématique. Alors que le génocide faisait rage, le Conseil de sécurité a tardé à réagir, faute d'intérêt stratégique pour les grandes puissances. Car ces règles n'ont jamais été écrites pour l'équité. Elles ont été rédigées à Yalta et San Francisco en 1945 par les vainqueurs. Les institutions internationales protègent l'ordre hérité de la domination coloniale et organisent la circulation des richesses du Sud vers le Nord. Les inégalités économiques sont le fruit d'un système verrouillé dès l'origine, non des accidents de l'histoire. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer le FMI et la Banque mondiale, dont les dirigeants sont systématiquement issus des États-Unis ou de l'Europe, jamais d'Afrique ni d'Asie. Comprendre ce système, c'est saisir pourquoi, année après année, des milliards de dollars quittent encore l'Afrique pour enrichir d'autres continents. C'est voir que laisser faire ce mécanisme coûte bien plus cher que d'oser le remettre en cause. Et la réputation même de l'Afrique dépend de sa capacité à briser enfin ce cercle vicieux. L'exemple de l'Inde, qui a réussi à imposer une renégociation de sa dette dans les années 90 grâce à une mobilisation populaire et diplomatique, montre que la résistance paie, à condition de l'organiser collectivement. Reste à prouver que cette exploitation n'est pas une illusion, mais une réalité chiffrée. Ibrahim Traoré avance des preuves, des montants, des faits. Un réquisitoire qui force à ouvrir les yeux sur l'ampleur du pillage. Il cite des rapports de la CNUCED, des études universitaires, et même des audits indépendants réalisés par des ONG. À titre d'exemple, la revue Afrique 21 a documenté chaque transaction de minerais entre le Burkina Faso et la France sur 20 ans, mettant en lumière des écarts de 10 à 15% entre la valeur déclarée et la valeur réelle sur les marchés internationaux. Voici comment, chiffres à l'appui, Traoré expose la mécanique précise de l'extraction. Il détaille les flux financiers, les circuits de blanchiment via les paradis fiscaux et les pertes fiscales colossales pour son pays. Plongeons dans le détail de son accusation, en nous appuyant sur des scénarios concrets. Peut-on vraiment mesurer le coût de l'exploitation coloniale? À la tribune de l'ONU, Ibrahim Traoré affirme que oui. Il ne se contente pas d'accuser,
Il brandit, devant le monde entier, des preuves irréfutables. Par exemple, pour chaque kilogramme d'or extrait du sous-sol burkinabé, moins de 2% de la valeur totale revient véritablement à l'État. Le reste part sous forme de dividendes, de frais techniques surfacturés ou d'exportations sous-évaluées. En 1960, l'or représentait déjà 20% des exportations du pays. Aujourd'hui, ce chiffre avoisine les 50% 100, mais la pauvreté n'a jamais reculé. Pour la première fois, un chef d'État africain détaille, chiffres à l'appui, le prix exact de la domination française sur le Burkina Faso. Traoré déplie des dossiers officiels, expose des rapports d'experts et livre une addition glaçante. 847 milliards de dollars. C'est, calculé année après année, le total des richesses extraites du Burkina Faso depuis l'indépendance en 1960. Ce chiffre, énorme, résume des décennies d'or, d'uranium, de coton, de manganèse et de devises qui ont quitté le pays au profit de l'ancienne puissance coloniale. Prenons le cas du franc CFA. Depuis 65 ans, le Burkina Faso et ses voisins sont forcés de déposer la moitié de leurs réserves à Paris. Résultat, 312 milliards de dollars transférés, légalement, au Trésor français. Ce mécanisme monétaire verrouille le système, empêche la souveraineté budgétaire et garantit des profits massifs aux entreprises françaises sur des marchés captifs. Pour donner une idée de l'ampleur, la France a pu financer en grande partie sa reconstruction post-Seconde Guerre mondiale grâce à ces flux, alors que les anciennes colonies peinaient à bâtir des routes ou des écoles. L'or burkinabé, lui, s'envole vers la France et l'Europe à prix sacrifié. Sur 285 milliards de dollars extraits, seule une infime part reste au pays. Même logique pour l'uranium, le coton ou le manganèse. Extraction massive, transformation hors d'Afrique, bénéfice à sens unique. Jamais la balance n'a penché en faveur du continent. Un parallèle historique s'impose. Au XIXe siècle, la Belgique a extrait plus de 200 000 tonnes de caoutchouc du Congo sans jamais reverser de compensation réelle à la population, créant une dette sociale et écologique, dont les séquelles sont encore visibles. Mais ce n'est pas qu'un débat économique. Traoré fonde ses revendications sur des bases juridiques solides, la Déclaration sur la décolonisation de l'ONU, la Charte africaine des droits de l'homme et la jurisprudence internationale qui reconnaît la responsabilité d'État en cas d'exploitation systémique. Il cite le précédent de l'Indonésie qui, dans les années 80, a obtenu une compensation partielle pour la spoliation de ses ressources naturelles par des compagnies pétrolières occidentales. Il lance alors un ultimatum. Soit l'ONU crée un tribunal des réparations doté de vrais pouvoirs, soit l'Afrique tournera le dos aux institutions qui, selon lui, légitiment la prédation coloniale. Le risque est immense. Si sa demande est ignorée, c'est l'autorité morale de l'ONU qui vacille et la fracture nord-sud qui s'élargit. Si elle est acceptée, alors l'édifice des puissances occidentales pourrait s'effondrer sous une avalanche de requêtes. Des milliers de milliards de dollars pourraient changer de main. Le monde retient son souffle. Le Sud global est prêt à réclamer justice. L'Occident fait face à une contestation sans précédent. Pourtant, la proposition de Traoré va plus loin encore. Derrière ce procès au colonialisme, c'est un nouvel ordre mondial qui se dessine. Mais à quoi pourrait ressembler cette révolution ? Le lendemain, la presse internationale s'empare du discours, tandis que les chancelleries occidentales cherchent une riposte. Dans les rues de Ouagadougou, l'espoir et la tension grandissent. Des milliers de jeunes burkinabés défilent, brandissant des pancartes. Justice pour l'Afrique, nos ressources, notre avenir. Des intellectuels africains se mobilisent sur les réseaux sociaux, appelant à la création d'une commission d'audit panafricaine indépendante. Et si la capitale d'un nouvel ordre mondial surgissait à Ouagadougou? L'idée, jadis reléguée à la fiction, s'est muée en projet tangible. Depuis le 17 septembre 2025, la dynamique s'est inversée. Le Sud global, mené par l'Afrique, ne se contente plus de dénoncer. Il construit, agit et ose défier la domination séculaire de l'Occident. Un exemple frappant. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest annonce le lancement d'une étude pour la création d'une monnaie commune, indépendante du franc CFA.
Imaginez une assemblée du Sud global, où chaque nation, petite ou grande, aurait une voix identique. Fini la suprématie des superpuissances, l'égalité réelle s'inviterait dans la gouvernance mondiale. Ce Parlement inédit deviendrait le théâtre d'un dialogue souverain, brisant les humiliations diplomatiques et tissant une solidarité nouvelle entre États longtemps marginalisés. Une telle institution pourrait, par exemple, adopter des résolutions contraignantes sur la fiscalité des multinationales ou la protection de l'environnement. À ses côtés, une banque de développement du Sud global s'imposerait. Son principe est simple: des financements massifs, sans conditions imposées par le Nord, ni chantage à la réforme. Les priorités. Décidées localement, par et pour les peuples. Les infrastructures, l'éducation, la santé échapperaient enfin aux diktats extérieurs. On peut imaginer, à court terme, la construction d'un réseau ferroviaire transafricain financé par cette banque ou le développement de centres de recherche sur les énergies renouvelables. Pour panser les blessures du passé, un tribunal international des réparations serait créé. Sa mission, évaluer, chiffrer et exiger le paiement des dettes historiques, colonisation, esclavage, pillage. Ce tribunal indépendant incarnerait la justice longtemps réclamée, mais trop souvent différée. Il pourrait s'inspirer du modèle de la Cour pénale internationale, mais fonctionner selon des principes issus du droit coutumier africain et latino-américain. Un conseil de sécurité sudiste émergerait, sans membres permanents issus des anciens empires. Il fonctionnerait sur la rotation, l'égalité, la transparence. Adieu au monopole des décisions stratégiques par une poignée de puissances héritée de 1945. L'ordre mondial ne serait plus dicté, mais négocié entre tous. On pourrait imaginer, par exemple, que la présidence de ce Conseil change tous les 6 mois, garantissant à chaque région une voix effective. Le soutien est massif. La Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et 32 pays africains ont salué l'initiative. Leurs délégations, debout, ont envoyé un signal historique, bâtir un contrepoids crédible à la domination occidentale, ouvrir un espace où la majorité des peuples fixerait les règles. Même des pays traditionnellement alignés sur l'Occident, comme le Sénégal ou le Maroc, expriment publiquement leur intérêt pour ce nouveau projet. Face à ce séisme diplomatique, l'Occident perçoit le péril. Perdre l'accès privilégié aux ressources, voir son influence fondre, assister à l'érosion de la légitimité de l'Organisation des Nations Unies. Si ces nouvelles institutions fédèrent plus de la moitié de l'humanité, l'Occident pourrait se retrouver incapable d'imposer ses normes, de contrôler les flux financiers, de façonner les politiques globales à son avantage. Un scénario redouté, la dédollarisation progressive des échanges sud-sud, qui affaiblirait la place du dollar américain dans le commerce international. La promesse est vertigineuse. Des milliards de richesses rapatriées, des économies libérées du joug des créanciers du Nord, une autonomie politique et technologique conquise. Mais le danger rôde, l'isolement de certains, la fragmentation internationale, ou la tentation de reproduire les erreurs de l'ancien ordre sous un nouveau visage. L'histoire des révolutions enseigne qu'un nouvel ordre n'est viable que s'il apprend des échecs du passé, évitant les dérives autoritaires ou les rivalités internes. L'Occident est-il condamné à l'impuissance? Où saura-t-il réagir, négocier, se réinventer? Et le Sud, parviendra-t-il à transformer l'essai sans retomber dans les logiques d'exclusion du passé? L'exemple du mouvement des non-alignés, qui a émergé dans les années 50 mais s'est vite essoufflé faute de structure solide, rappelle que l'unité du Sud global reste fragile mais non impossible. Le monde retient son souffle. L'heure est venue de choisir, subir la bascule ou y participer. Les prochaines années seront déterminantes. Les premières étapes pourraient inclure la création de groupes de travail mixtes associant experts africains, asiatiques et sud-américains pour rédiger la charte de la future Assemblée du Sud global. Face aux menaces et aux pressions, transformer la solidarité du Sud global en véritable pouvoir demeure un défi brûlant. À peine le discours d'Ibrahim Traoré achevé, les pays occidentaux déclenchent une riposte organisée. Pression diplomatique, menaces de sanctions, campagne médiatique sophistiquée. L'objectif est clair, briser l'élan d'émancipation
et dissuader toute tentative de rupture avec l'ordre établi. Des scénarios de déstabilisation sont évoqués, allant de l'appui à des opposants internes jusqu'à la manipulation des marchés financiers pour provoquer une crise économique dans les pays frondeurs. Chaque fois que le Sud global cherche à s'unir, la menace de la division ressurgit. Le chantage à l'aide, la désinformation et la diabolisation de ses leaders sont des armes éprouvées. De la conférence de Bandung en 1955 à la naissance des non-alignés, l'histoire regorge d'exemples où la solidarité du Sud a été fragilisée par des tentatives de récupération ou de sabotage. Maintenir le statu quo reste l'obsession des puissances dominantes. Au Venezuela, lors de la crise du pétrole des années 70, les pressions occidentales avaient réussi à diviser les pays de l'OPEP, affaiblissant leur pouvoir de négociation. Mais la conjoncture actuelle bouleverse la donne. Aujourd'hui, le poids économique cumulé du Sud global surpasse de loin celui d'il y a 70 ans. Des alliances telles que le groupe des BRICS ou la zone de libre-échange continentale africaine offrent de nouveaux leviers. Mutualiser les ressources, contourner les anciens monopoles, s'émanciper des dépendances. L'accès croissant aux technologies et à l'intelligence artificielle permet désormais au Sud de concevoir ses propres outils institutionnels et de diffuser ses récits, brisant le monopole médiatique occidental. Un exemple récent, le lancement d'une chaîne d'information panafricaine, diffusant en plusieurs langues, qui relaie les voix du continent à l'échelle mondiale. Pour transformer le potentiel en victoire, il faudra bien plus que des discours. L'unité, la discipline institutionnelle et la capacité à utiliser le droit international comme levier sont indispensables. La Charte des Nations Unies, la Déclaration sur la décolonisation ou la Charte africaine des droits des peuples doivent devenir des instruments d'action, pas de simples symboles. Les nouvelles institutions doivent tirer les leçons du passé. Éviter la faiblesse des mécanismes internes, le manque de transparence, les querelles intestines, l'absence de suivi. Sans structure solide, même la cause la plus juste peut s'effondrer sous la pression ou l'usure du temps. Le souvenir de la dissolution de l'Union africaine en 1963, faute de moyens et de coordination, doit servir d'avertissement. Le risque est immense. Si ce moment n'est pas saisi, la fenêtre historique pourrait se refermer pour des décennies. Les pressions financières et diplomatiques pourraient étouffer l'élan, laissant la domination occidentale intacte. Mais si la coordination réussit, une ère d'autonomie, de dignité et de justice s'ouvre à des milliards d'êtres humains, redéfinissant la place du Sud global et de l'Afrique dans le monde. Les premières mesures concrètes pourraient inclure la création d'un fonds d'urgence solidaire destiné à soutenir les pays sous sanctions économiques. Reste à savoir quelle stratégie concrète le Sud global pourra mettre en place pour résister à la contre-offensive qui s'annonce. Les prochains jours seront décisifs. Entre manœuvres de déstabilisation et tentatives de répression, chaque choix comptera. Les leaders du Sud devront s'appuyer sur une diplomatie agile, renforcer les alliances régionales et investir dans la formation de nouvelles élites capables de défendre les intérêts du collectif sur la scène internationale. Le monde vient de basculer. Que ferez-vous de cette fracture? Un parallèle historique s'impose. En 1979, la révolution iranienne a bouleversé l'équilibre régional, poussant l'Occident à revoir sa stratégie. Aujourd'hui, c'est une révolution institutionnelle qui se joue, à une échelle sans précédent. Ce 17 septembre 2025, une certitude s'est imposée. Le Sud global refuse désormais de plier. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas seulement parlé au nom du Burkina Faso, mais de tous les peuples dépossédés. Son discours fut ultimatum, feuille de route, et surtout, commencement d'une ère nouvelle. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Le secrétaire général de l'ONU a convoqué une session extraordinaire, tandis que des ONG du monde entier ont lancé des pétitions pour soutenir la demande de réparation. 847 milliards de dollars. Voilà la somme réclamée à la France, mais aussi au système international. Ce chiffre, fruit d'années de calculs et de preuves, incarne la volonté de récupérer ce qui a été arraché génération après génération. Il ne s'agit plus seulement de demander justice, il s'agit d'exiger réparation et reconnaissance.
À titre d'exemple, la Jamaïque a obtenu, après 20 ans de négociations, une compensation symbolique du Royaume-Uni pour les expropriations subies durant la période coloniale. Cela prouve que la lutte pour la réparation n'est pas vaine. Pour la première fois, la revendication s'accompagne d'une proposition: la création d'une Assemblée du Sud global. Ce projet n'est ni menace, ni simple geste symbolique. Il porte la promesse d'institutions alternatives, pensées pour l'égalité et la souveraineté réelle des peuples. Le statu quo vacille. Les premières réunions préparatoires, prévues à Addis Abeba et Brasilia, réuniront juristes, économistes et représentants de la société civile pour bâtir la charpente de ces nouvelles institutions. Ce moment fait date. Il ne s'agit pas seulement de renégocier les règles du jeu, mais de rouvrir la possibilité d'une souveraineté économique, d'une redistribution réelle, d'une sortie des cycles de dépendance. Des milliards de ressources pourraient renaître là où l'on croyait la dépossession éternelle. Mais surtout, une dignité collective se reconquiert à la vue du monde entier. Les jeunes générations, qui n'ont jamais connu que la pauvreté et l'exil, voient s'ouvrir une brèche vers un avenir où elles pourraient enfin décider de leur destin. Refuser de voir ce tournant, c'est choisir l'aveuglement. L'histoire se joue ici. Ignorer ce cri, c'est prolonger l'injustice. S'en saisir, c'est accepter d'être acteur du changement et de la justice mondiale trop longtemps différée. Chaque citoyen, chaque organisation, chaque État est désormais devant une responsabilité historique. Les universités africaines, par exemple, ont lancé des programmes de recherche sur les mécanismes de réparation et les modèles de gouvernance alternatifs. Chacun devra décider. Restera-t-il simple témoin de l'effondrement du vieux monde ou deviendra-t-il partie prenante d'un nouvel ordre? Car demain, les institutions, les flux de richesses, les alliances et la voix des peuples ne seront plus jamais ce qu'ils étaient. Les médias indépendants du Sud global, comme Jeune Afrique, The Africa Report ou Télésur, s'emparent du débat et multiplient les enquêtes. Ce bouleversement ne concerne pas que les États ou les diplomates. Il appelle chaque conscience à la responsabilité et à la solidarité. Il ne s'agit pas de choisir un camp, mais de mesurer l'enjeu, d'oser penser autrement, d'agir avec lucidité. Les diasporas africaines jouent déjà un rôle clé, organisant des collectes de fonds et des campagnes de sensibilisation auprès des institutions européennes et américaines. Dans ce nouvel ordre en gestation, la réputation de l'Afrique et du Sud global se jouera sur leur capacité à innover et à défendre leurs droits avec ténacité. À nous tous de ne pas détourner le regard, d'envisager les conséquences et d'accompagner la marche vers un monde plus juste, plus autonome, plus équitable. La fracture est ouverte. L'avenir reste à écrire. Le choix appartient à chacun d'entre nous. Serons-nous les témoins passifs d'une injustice séculaire ou les bâtisseurs d'un nouvel équilibre mondial, fondé sur la dignité retrouvée et la justice pour tous?